Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui encore ce matin vous accompagnera jusqu'à 12h. Et fièrement, nous vous disons merci de nous recevoir encore chez vous ce matin. Aux côtés de Charles-Amel Batchou, Isabelle Carole Zoupet et Dominique Audroy-Engelec. Nous sommes 4 ce matin à vous servir véritablement. Eh bien, nous on est reparti pour reparler des réalités qui gravitent autour du Cameroun. Je vous le rappelle que dans une demi-heure environ, Charles-Amel sera de nos côtés pour nous restituer, on va dire, la colère de ce matin, et sa colère portée en même temps sur un regard beaucoup plus extérieur. Madame, messieurs, apprêtez-vous à l'entendre. En deuxième partie, nous allons revenir sur tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, véritablement, on aimerait bien savoir qui est ce monsieur qui a été présenté comme étant le représentant de OTS, qui est cet homme qui est devenu bien évidemment l'homme que toute la toile voudrait bien abattre. Madame, messieurs, on en parlera tout à l'heure. Révision, projet de révision de la Constitution, ça fait bien sûr débat. La toile également l'évoque et les regards sont plongés à la fois vers le palais de verre de Ngouaikele pour les députés, mais surtout se demandant comment peut-on avoir un projet de révision de la Constitution du Cameroun sans pour autant recourir, dans la mesure du possible, à un référendum, oui, pour prendre l'avis de chaque Camerounais aujourd'hui. Et au-delà, le regard porté, mesdames et messieurs, sur ces questions, nous en parlerons assurément au courant de la semaine, mais surtout, ce matin, préparez-vous à nous recevoir convenablement. Je commence par vous, Charles-Amel Batchou. Bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quelle est la mascarade qu'ont vécu les populations de Douala, et plus particulièrement la famille régnante, la famille Bonadika et le village Boneleke. Ils ont été surpris de ce qui s'est passé. Premièrement, une question se pose et brûle les lèvres. Comment est-ce qu'une élite qui n'a rien à voir avec toutes les questions, à l'occurrence les députés, à l'occurrence les questions de tradition, se retrouve à parler au devant, les initiateurs, l'initié se retrouve rejeté à l'arrière. Question fondamentale que se pose véritablement la grande notabilité Bonadika et Boneleke. Qui a arrêté le chef qu'on a installé hier? Telle était la question qui brûlait sur toutes les lèvres. Quelle est la famille qui a tenu ce chef? Qui a procédé au rituel d'initiation de ce chef? Où est-ce que le rituel a-t-il été fait? Quand est-ce qu'on l'a fait asseoir sur le siège? Comment est-ce que l'affaire d'une chefferie se retrouve à huis clos avec des portes fermées, en présence des policiers, des gendarmes et du BI? Telle est la question que se posent véritablement les différentes familles, la notabilité Boneleke. Quand on fait, et ça c'est une question essentielle que se pose désormais, cette notabilité qui ne se reconnaît pas véritablement dans le chef qu'on a installé, quand on fait des procès verbaux établis par la famille Bonadika, la famille Boneleke qui a donné son approbation. Est-on en train d'aller vers deux chefferies désormais, lorsqu'on sait que c'est le chef Boneleke qui est le chef supérieur du canton à quoi? On a suivi le préfet le dit, Benjamin Boutou, dire qu'il a respecté la tradition. Oui, nous sommes d'accord que vous avez respecté la tradition, mais si cette tradition avait été respectée, en principe, ça devait être Gando Mbongue qui devait être installé à la chefferie en lieu et place de Dine. À quoi? Comme on a pu le voir. Un autre fait étrange qui pousse les populations à se demander pourquoi est-ce que l'administration gagne véritablement à détruire littéralement les chefferies traditionnelles au compte de quoi? Passons. Une chose est sûre, c'est que il semblerait, au dernier dire de certains notables, qu'on met en avant une affaire de terrain. Terrain à Bonangando, notamment 2500 hectares de ce côté de Bonangando. On n'a pas voulu laisser les initiés, les vrais chefs qui connaissaient l'affaire, les vraies personnes qui maîtrisaient le dossier, être installés en lieu et place de chef. On a préféré prendre quelqu'un qui s'en éloignait. Et c'est la preuve d'ailleurs pour laquelle ils ont fait un communiqué. Si vous permettez, monsieur Michel Ngachou, un communiqué. Je vous en prie, c'est important qu'on en passe à la mail. Un communiqué. Ils ont dit, c'est dans une grande notabilité, la famille Bonadika, appelée à exercer le commandement traditionnel dans le canton à Kouan, et les notables de Boneleke à Kouan, coutumièrement compétents pour la désignation du chef supérieur du canton à Kouan, informer l'Imbonambela
le peuple Sawa et l'ensemble de l'opinion publique nationale que monsieur le préfet du Vouri a procédé ce jour, 15 mars 2022, aux consultations en vue de la désignation du nouveau chef des Aquas. Ces consultations ont connu de nombreuses entorses, tant sur la forme que dans le fond, et se sont transformées en une honteuse mascarade orchestrée par le préfet du Vouri, M. Benjamin Boutou. Les us et coutumes du canton Aqua ont été foulés aux pieds. Le préfet n'est pas venu procéder à des consultations, mais imposer un chef aux Aquas, communauté historique de ce pays. Au cours de cette pseudo-consultation, la famille régnante Bonadika et le peuple et le prince Ngando Ebonge Akwa Jean-Pascal, fils du feu chef supérieur Ebonge Akwa Ernest et petit-fils du chef supérieur Ebonge Dika Arnold, choisis par la dite famille et dont le choix a été entériné par les notables Boneleke, n'ont même pas été autorisés à entrer dans la salle alors que le tapis rouge était déroulé aux candidats manifestement choisis d'avance par l'administration. Pire encore, les chefs de foyer Bonadika, finalement admis dans la salle, et la notabilité de Boneleke n'ont pas été consultés sur le choix porté par la famille régnante, conformément aux dispositions du décret numéro 77/245 du 15 juin 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Par conséquent, nous, la famille régnante Bonadika et les notables de Boneleke et Akwa, coutumièrement compétents pour la désignation du chef supérieur du canton, nous désolidarisons de ce simulacre et désapprouvons avec fermeté le choix porté par monsieur le préfet du Vouri. Voilà ce qu'ils ont dit et ils ont signé. Nous avons foi que la République fera rétablir nos us et coutumes ainsi que la réglementation en vigueur. Nous réservons le droit d'exercer les recours prévus par la réglementation en vigueur. On signé pour le collège des notables, foyer Bonadika, Dika Pondo Aqua France, foyer Bonamandoumne, Eboa et Congolo Jacques, foyer Bonabekombo, Motassi Dibonge Adolphe, foyer Bonadiwang, Betoté André Raymond, foyer Bonadikoto, Mouele Jean-Jacques, foyer Bonampondo, Tonien Joseph, foyer Bonangodjongo, Ekoule Bona Eugène Yves, foyer Bonakame, Edimo Pierre, foyer Bonelame et Lamé Claude ont signé pour la famille Bonadika, foyer Etale, Dika France, foyer Moutapenda, Dika Sangue Aqua Jean-Claude, foyer Wondia Queen, King Aqua Ripper Paul, foyer Ndongwandumbe, Mangadouala Dieudonné. Alors la question, pourquoi est-ce que cela a été fait à huis clos, ces consultations, alors que face à la contestation, M. Michel Ngachou, on devait organiser de manière publique. L'installation d'un chef ne se fait pas de manière close, M. Michel Ngachou. Les affaires de chefferie, on ne fait pas de manière close, mais de manière ouverte. Mais hélas, j'ai bien peur, parce que là, il faut interpeller le chef de l'État. C'est le père de celui qui devait être installé, M. Michel Ngachou, qui l'a conduit au Mbanya. On se rappelle à cette époque, le papa de celui qui devait être installé. Donc, si le préfet disait avoir respecté, c'est celui-ci, Ngando et Bonguin, Jean-Pascal, qui devait être assis. Mais hélas, l'administration et les élites, M. Michel Ngachou, pour une affaire domaniale, une affaire de terrain, on souhaiterait mettre quelqu'un qu'on va piloter et tenir. Charles Amel Bachou, on souhaiterait vous dire merci véritablement pour cette lecture et ce regard porté sur les questions propres à la tradition et notamment ceux qui nous regardent, qui sont propres bien sûr aux communautés Aqua aujourd'hui sont également dans cette spirale qui semble bien sûr les envelopper. Comment revenir à l'ordre des choses quand le tout dernier, lui, Dika Aqua, bien sûr, vient d'être reconnu au demeurant de celui qui est Ngando qui devait prendre ce siège-là, avec une raison quand même qui a été incroyable, c'est de dire qu'il est encore jeune. Ben, si celui qui a été reconnu est moins jeune que Ngando, c'est incroyable. Merci en même temps de prouver au vu et aux yeux des Camerounais que la France continue encore d'avoir sa main mise sur les chefferies traditionnelles au Cameroun à travers le ministère de l'administration territoriale qui a choisi aujourd'hui de diviser les chefferies pour mieux s'imposer en tant qu'administration territoriale. Vous comprenez-vous justement l'affaire aujourd'hui, qui sont ces pontes du régime, il faut bien sûr le rappeler, qui sont ces élites qui ont choisi de brader la tradition par rapport, on va dire, aux volontés domaniales. Aujourd'hui, à Douala, comprenez-vous quand même la honte, la misère morale, mentale, éducative même que l'on porte sur cette communauté à quoi aujourd'hui?
Quand on sait que le peuple Ako est un peuple historique, Charles Abel Il Gatchou. faut dire que nous sommes en train de réaliser un documentaire, M. Michel Gatchou, c'est l'occasion de le dire, où on a rencontré l'ensemble des familles et les familles qui disent que ce règne sera le règne le plus difficile parce que personne ne se reconnaît. C'est 14 foyers qui sont contre ce chef, ce roi-là. Qui ne se reconnaît pas dans ce chef. Ils disent qu'ils ne vont pas, ils ne savent pas, c'est un chef administratif. Comment l'État peut venir imploser dans les affaires traditionnelles, monsieur, administrativement, un chef, alors que depuis février 2021, on a choisi quelqu'un qui a subi l'ensemble des rituels, monsieur Michel Gatchou. Qui va-t-il commander au final? C'est la question. Et beaucoup de chefs de famille, mais la succession n'est pas une succession de foyer. Chez les Akwa, ce n'est pas une succession patriarcale, monsieur Michel Gatchou. S'il y a la famille régnante, la famille Bonadika, qui désigne, lorsqu'on a procédé à la désignation, on va présenter chez les Boneleke pour approbation à la notabilité Boneleke, pour approbation. Lorsqu'ils ont approuvé M. Michel Gatchou, on procède parce que tous les chefs Boneleke sont par ailleurs chefs supérieurs à quoi? Donc, on a désigné un qui n'est pas celui qu'on a assis sur le trône. Faudrait-il qu'on nous dise qu'on a d'un côté un chef Boneleke à part, celui qui a été choisi traditionnellement, et de l'autre part, on a le chef administrativement choisi? C'est la question. Je me demande bien, on sait qu'en Pays Bamileke, il y a ce qu'on appelle le LACAM. Quand on y entre, il y a ce qu'on boit, il y a ce qu'on avale comme écorce. Est-ce que celui qui est nouvellement installé avalera ce qu'on lui donnera? Je ne pense pas. Et si le premier notable décide de ne pas donner? Si on ne le donne pas, il ne sera jamais reconnu comme tel. Voilà. Merci infiniment. Peut-être c'est un bras de fer, hein, et on va le dire. Isabelle Carozopède, nous, on vous dit déjà bonjour, madame. Il est important qu'on rétablisse ces réalités ancestrales dont notre fierté en dépend aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous. Bonjour à Eneo. Vraiment, j'ai très envie de leur dire bonjour. Après mon téléviseur que j'ai perdu à cause de ces coupures, de ces va-et-vient. Maintenant, c'est le congélateur aussi que je perds. Donc, bienvenue au club. Vous aussi, Dominique Audrey? Bienvenue au club des sans fer à repasser, sans congélateur, sans télé, sans ventilateur. Perdre autant d'appareils, c'est très compliqué, Michel Gatchou, et de savoir que voilà. On a les solutions, on ne fait pas bon usage, on se permet de faire ce qu'on veut avec l'énergie électrique. Un coup il y a la lumière, un coup il n'y en a pas, un coup il y en a, un coup il n'y en a pas. Et voilà, bonjour les dégâts, bonjour la catastrophe. Aujourd'hui, je serai contrainte de pouvoir encore acheter des choses que j'avais déjà pris la peine d'acheter. Dans 6 mois, je subis ça. J'imagine aussi le nombre de personnes qui sont dans les mêmes situations que moi. C'est vraiment compliqué. Je vous suggère de ne pas acheter ça maintenant. D'attendre. Surtout que ce sera compliqué, vous ne pouvez pas rester sans téléviseur, vous ne pouvez pas rester sans réfrigérateur, vous ne pouvez pas rester sans congélateur. À nouveau. Et hier, on célébrait la journée des consommateurs. Bonjour aux consommateurs camerounais. Et bonjour à vous, Dominique Audrey. Merci de me recevoir encore une fois chez vous ce matin. C'est gentil. On va rapidement avec l'histoire de ce matin, Dominique. Oui, de façon brève, on a pris l'histoire de cet homme qui dit « Je sors avec Caroline depuis 5 ans et on s'entend bien dans nos familles respectives, on se connaît et je voudrais épouser Caroline dans le futur lorsque j'aurai suffisamment de moyens. J'ai un emploi, elle aussi, on vit ensemble depuis près de 2 ans et on projette très prochainement de faire des enfants. Depuis quelques mois, Caroline ne cesse de me mettre la pression pour que je vienne l'épouser. Et sous l'effet de cette pression-là, je suis allée faire les états de mes épargnes et comme économie, je me retrouve à avoir 3 millions de francs CFA. En réalité, pour le moment, j'économisais pour pouvoir ouvrir mon business personnel en marge de mon travail et je ne sais plus, est-ce que je dois épouser, donner un mariage, une dot à Caroline ou alors je devrais ouvrir d'abord mon business. C'est devenu très tendu à la maison avec cette histoire de mariage. Elle préfère le mariage au business. Je l'aime, je voudrais faire mon business. Qu'est-ce que je dois faire? Non, j'avoue que je n'ai pas très bien. Ils vivent ensemble déjà ou pas? Oui, 2 ans et demi déjà. Voilà, ils cheminent. Et Isabelle 5 ans de relation. Isabelle Carole fait une très belle lecture en permanence en disant quand vous aimez une femme, épousez-la. Voilà le mec qui dit qu'il a 3 millions. Eh bien, sous la pression quand même de sa compagne, il ne sait pas s'il faudrait investir les 3 millions dans une affaire pour générer de l'argent plus tard, ou s'il faudrait justement l'épouser et éviter le baradage de la femme dans les oreilles. Isabelle Carole, je me retourne vers vous. Quel conseil lui donnez-vous ce matin? Elle a commencé par la fin. Elle s'est retrouvée en mariage clandestinement, donc elle assume. Oui, elle s'est retrouvée en mariage clandestinement. C'est pas elle qui parle, c'est l'homme qui parle. Non, il pose quel problème?
de la femme qui met la pression qu'il épouse. Ouais. La femme se trouve où? C'est lui. Ouais. Donc en réalité, il n'a même pas de pression, puisqu'elle est là. Elle peut pas. Donc en réalité, si elle part, c'est son CV qui aura pris un coup. Le CV de qui? De la femme. C'est un emploi. Oui, on comprend. Incroyable. Non, mais sérieux. Donc il n'a même pas à avoir une quelconque pression parce qu'elle a choisi d'entrer par la petite porte. Qu'elle assume simplement. Elle n'a aucune pression à mettre à son chéri. Vous n'allez pas demander à un homme de choisir entre son père et sa mère. C'est ce que la dame est en train de faire. Ça ne tient pas la route, le choix qu'elle lui demande de faire. Ou alors le choix qu'il voudrait faire. Et on comprend pourquoi il se retrouve dans une telle situation. Parce qu'il n'est même pas un homme en réalité, excusez-moi. Un vrai ne pose pas un tel problème. J'ai mon business, j'ai ma femme veut que je l'épouse, mais je veux voir, vraiment je tiens à mon business, je voudrais que ça marche. Non mais attendez. Vous trouvez que c'est pas un homme qui pose un problème? On peut Non, pas être perdu à un non, moment donné, non, se dit non, bon d'accord, non. je peux trouver un conseil véritable parce que oui, le cœur a flanché, je l'aime, je veux la garder, je veux faire ce qu'il faut faire pour fuir, c'est-à-dire que pour conserver la responsabilité que je porte vis-à-vis d'elle. Mais entre-temps, j'aimerais bien faire des investissements avec mes 3 millions de francs CFA pour lui donner un meilleur encadrement, je veux dire de meilleures conditions de vie. Lui donner un conseil serait l'essentiel que de lui dire que c'est un sous-homme quand même. C'est simplement pour dire qu'il y a des choix. C'est-à-dire que c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère. Il a sa femme d'un côté, il a le boulot d'un autre. Le travail est important parce que le travail permet de prendre soin de cette femme. Ouais. La femme est importante parce qu'elle a un apport qu'elle joue pour que le monsieur puisse être épanoui dans le travail qu'il fait. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de choix à faire. Puisque le business a énormément sa place, la femme, elle aussi, a sa place. Et il n'y a aucun des deux qui soit des choses vraiment dont on peut se passer. C'est-à-dire que les deux sont indispensables. Ben, il a besoin d'une femme. Les deux et avancer avec, c'est très compliqué. Il a besoin d'une femme, alors, il a besoin d'un emploi. Ça veut donc dire qu'on stabilise l'emploi pour garder sa femme, pour le bonheur de son couple aussi. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir... Il a un emploi à part. Et maintenant, il veut ouvrir son business à côté. Mais il veut ouvrir le business parce qu'il veut fructifier les fonds qui rentrent dans la maison. Naturellement. Il veut ouvrir un autre business parce qu'il estime que ce qu'il a maintenant n'est pas suffisant. Il veut ouvrir un business parce qu'il estime qu'ils sont encore peut-être en location et qu'il faut que le plus tôt possible ils aient un toit. Parce qu'en réalité, quand il y aura 2, 3, 4, 5 enfants, ce sera tellement compliqué de le faire. Donc il faut maximiser, profiter de sa jeunesse, de sa virilité, de sa force pour le faire maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'à un certain âge, on ne pourrait plus entreprendre. Donc, je crois que le problème ne devrait même pas se poser s'il y avait suffisamment de communication dans ce couple. Parce qu'en réalité, lorsque monsieur décide de multiplier de business, c'est pour la femme. Honnêtement, un homme debout seul ne peut pas manquer quoi manger. Mais s'il le fait parce qu'il estime que non, il faut que je rationne ma femme, il faut qu'elle ait toujours ci, il faut qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait au moins le minimum. Et ça passe par le travail. Très bien. Et il estime qu'une seule source de revenus, c'est pas suffisant. Donc, on fait asseoir. Est-ce que l'histoire, vous me permettez madame, est-ce que l'histoire de ce matin ne pose pas le problème même du coût du mariage aujourd'hui qui est très élevé? Merci. Parce que fondamentalement, avec 3 millions, dire qu'on peut se marier avec 3 millions, beaucoup vous diront même que 3 millions c'est énorme pour faire un mariage. On connaît, je ne vais peut-être pas convoquer l'occidentalisation tel que le mariage se fait là-bas, où on sait que c'est les parents, les amis, monsieur le maire, basta, on n'en parle plus. Est-ce qu'à un moment donné, le coût du mariage même n'est pas le problème que pose l'histoire de ce matin? Le coût de quel mariage, Michel Ngacho? Quand vous arrivez à la mairie, quand vous arrivez à la mairie, par exemple, 300 mètres carrés de le maire ne vous demande jamais si vos alliances sont en or, en argent ou c'est la pacotille. Il dit les alliances. Le maire s'arrête à dire ça, les alliances. Il ne demande pas combien vos vêtements coûtent. Il ne demande pas combien vos alliances coûtent. Il ne demande pas ce qui est prévu après la mairie. Ça veut donc dire que chacun est libre de choisir ce qu'il veut, de s'offrir le mariage qu'il veut, qui soit à la hauteur de ses moyens. Mais maintenant, on veut faire dans le qu'en-dira-t-on, le match vu et tout, et on plonge dans les choses dans lesquelles on est incapable de pouvoir assumer. Moi, j'ai toujours du mal quand je viens à un mariage où on a dépensé 10 millions, 7 millions, et après vous venez chez la mariée, peut-être pour parce qu'elle a accouché ou quoi que ce soit, il n'y a même pas de canapé. Non, mais honnêtement, je veux comprendre. Isabelle Carole, non, merci. Je veux comprendre, c'est tellement difficile. Votre franchise, on la Oui, la maison, elle est vide.
Mais vous avez offert un mariage. C'est pas Vraiment, pour on se pose la C'est question. pas pour autant que la maison soit vide qu'ils n'ont peut-être pas d'ambition. C'est pas pour autant que la maison soit vide. Mais on vous a vu faire un mariage, ça servait à quoi? Il y a des gens qui aimeraient bien avoir des maisons aérées aussi. Hein, donc. Oui, mais aérée passe aussi à être potable à regarder. Une maison peut être aérée et ne pas être potable à regarder. Une maison ne va pas être aérée, vous êtes assis à même le sol parce que vous n'avez pas de canapé. D'accord. Dominique Audrey, je me retourne vers vous. Avant Charles Labelle. Vous l'aviez écouté, cet homme. Oui. Vous avez certainement une appréhension. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? J'ai échangé longuement avec le monsieur et au sortir de cette conversation, je me suis rendu compte qu'il aime bien cette femme. Il l'aime même beaucoup au point de se projeter dans le mariage, dans la paternité, la maternité et tout ce que vous voulez. Il sait qu'il a trouvé la femme de sa vie. Mais le problème ici aujourd'hui, et je le lui ai dit, c'est que sa femme subit les pressions des personnes extérieures. Pourquoi vous souriez? J'essaie d'imaginer. Oui, la femme est en train de subir les pressions de l'entourage. Ouais. Elle subit les pressions de la famille qui lui disent « Mais depuis tu es avec celui-là, il ne t'épouse pas, il ne t'épouse pas, il ne t'épouse pas. » Et maintenant, au-dessus des pressions, il y a le complexe de la femme qui dit le mariage, je vais me marier une fois dans ma vie et il faudrait que ce soit un moment unique. Donc, si cet homme pleure les 3 millions qu'il a, ça veut simplement dire que dans le dressage que sa femme lui a présenté, c'est un mariage qui excède les 3 millions et il est conscient qu'avec 3 millions, il ne pourrait gérer son business et le mariage. Pourtant, vous trouverez des personnes qui, avec 500 000, ont pu organiser un petit mariage intimiste, très bon, très beau, mais sauf qu'il faudrait savoir si dans la famille de cette fille, on pourrait accepter un mariage sans dot. Si on peut accepter un mariage sans dot, à ce moment-là, vous pouvez négocier avec votre femme et lui dire « Je ne peux pas t'offrir un mariage à la hauteur de tes attentes. » Est-ce qu'il faut Pour négocier? Le moment, on négocie ou on lui dit? Je comprends pas. Non, on lui dit ou on négocie? Non, ça se négocie. C'est pas, si vous dites dit, c'est comme une imposition. Parce que je me marie. Oui, on se marie. Nous nous marions. Voilà. Et on a fait un budget qui est porté à 15 millions. Ben, je te dis que ma cagnotte est 3-4 millions. Ben, tu veux m'amener à 15 millions, qu'est-ce que je fais? On laisse tomber, c'est mieux. À ce moment-là, il faudrait savoir combien la mariée donne. La mariée a quelque chose à donner. Est-ce que vous vous mariez, c'est l'homme qui finance tout? Ce n'est pas la dot. Donc, à ce moment, si vous voulez un mariage avec tout le tralala, le ramdam et tous les longues traînes jusqu'à Etoudi, vous devez participer. D'accord. Logiquement, les mariages auxquels j'ai assisté, la mariée donne également quelque chose. On se met tous les deux pour pouvoir s'offrir ce mariage-là. Donc, si votre femme, vous négociez avec elle pour provisoirement avoir un petit mariage. Passé 10 ans de mariage, vous pourrez renouveler éventuellement vos vœux et organiser un plus grand mariage cette fois-là, pendant lequel vous allez célébrer le baptême, la communion et tout ce que vous voulez de vos enfants. Mais maintenant, il faut rationaliser les 3 millions que vous avez et donner, peut-être aller demander la main de cette femme, donnez-lui quand même quelque chose parce qu'elle a déjà attendu. Elle a besoin, à un moment, les femmes ont besoin d'assurance. Elle a besoin d'être assurée. Il a 3 millions là. Il dit, je fais comment? Je me marie ou j'investis? Investissez et mariez-vous avec le reste. Bah on investit combien de millions? Non, mais prenez 200 000, vous organisez le mariage. Non, permettez. J'ai 3 millions, je dois faire un investissement. Oui. Ben, je me dis, bon d'accord, l'investissement peut me ramener, je dis, ben, te 50 000 francs chaque mois. Oui. Et quand je fais le ratio sur 10 mois, ça me fait 500 000 sur un an, ça me fait 600 000 francs de bénéfice. Bon, avec le capital qui va avec et tout ça à la fois. Je dis, bon d'accord. Là, vous ne calculez pas les pertes. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, que je peux gagner 50 000 francs mensuellement. Alors, si je me dis sur un an, j'ai gagné 600 000 voire plus, je peux réinvestir pour avoir un business plus intéressant. Est-ce que la femme ne peut pas penser en disant, mais mon chéri, je suis d'accord qu'on se marie, mais toi et moi on a besoin de ça pour avoir une vie plus épanouie demain. Malheureusement, aujourd'hui, on a une catégorie de femmes qui ne réfléchissent pas comme ça. Elles ne se projettent pas dans la durée.
elles ne pensent pas au futur qu'on peut bien avoir. Charles Hamel dit qu'elles sont plus concentrées à célébrer, à organiser le mariage qu'à le vivre en lui-même. Parce que dites-vous bien que lorsqu'on travaille dans une société privée, on peut se retrouver à la porte à tout moment. Donc une femme intelligente ne mettra pas son mari face à ce genre de situation. Elle lui dira, ok, bon, tu as 3 millions, si on peut scinder en deux, on se répartit les business, tu travailles de ton côté, je travaille de mon côté et on va rapidement, on s'investit, on achète la terre, on construit et tout le tralala. Le mariage vient potentiellement après, selon les idéologies des uns et des autres. Vous verrez que ce couple aura la possibilité de se poser, d'être stable. Imaginez qu'on chasse cet homme. Ce sont les 3 millions là qui vont manger. Et si il a pris les 3 millions pour épouser cette dernière, ils n'auront plus rien. Et demain, on recevra sur le plateau, j'ai eu des problèmes financiers, je suis allée fumer sur la véranda et la voisine est venue me retrouver parce qu'on a une femme qui n'a pas été intelligente malheureusement. Donc ce que je demande à cet homme de faire, c'est, selon les contrées, la demande en mariage ne coûte pas cher. On va vous dire qu'avec 50 000 dans certaines familles, on peut demander la main de cette femme. Donc elle a besoin de garanties. Donnez-lui simplement sa demande en mariage. Donnez-lui sa bague. Elles sont très nombreuses, justement, les femmes qui nous regardent ce matin. Chère dame, nous vous prions humblement. Qu'est-ce que vous direz à votre conjoint qui vous présente 3 millions de francs en main en vous disant, chérie, qu'est-ce qu'on fait, on se marie ou bien on investit? Vous, madame, non, attendez, les dames nous regardent ce matin. Nous souhaitons vous lire, madame. Ne nous donnez pas des commentaires qui sont kilométriques. Donnez-nous cela en 15 phrases, si vous voulez. En 15 mots, tant pour moi, 15 mots. Vraiment, donnez-nous votre point de vue de façon tranchée. Charles Hamel Bachou. Isabelle Carole voulait bien faire une petite virgule, mais donnons la parole à Charles Hamel. Est-ce qu'à un moment donné, la question du coût du mariage ne fait pas problème dans notre société actuelle? Au point où des gens choisissent de ne pas célébrer le mariage par amour, mais plutôt faire un mariage parce que, quand dira-t-on? On dira que j'ai mis quelle robe, on dira que j'ai mis quelle chaussure. Combien de robes? Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une éducation que les familles devraient dorénavant imposer au sein des communautés pour que les filles soient moins rêveuses? Monsieur Michel Ngachou, disons les vérités comme elles sont. Ne tournons pas. La femme qui aime parle du futur, celle qui n'aime pas vit le présent. Merci. La femme qui aime parle du futur, celle qui n'aime pas vit le présent et vous parle du présent, monsieur Michel Ngachou. Le gars travaille. Le gars a un à côté, il se bat. Il veut lancer un à côté. C'est pour le bien de qui? De la famille. Non. De la femme. De la femme. C'est pour le bien de la femme. Arrêtez ces théories fausses d'Isabelle Carole. Quand on aime une femme, on l'épouse. Elle vit dehors. Elle est dedans. Elle vit avec qui? Non. Comment? N'est-elle pas heureuse? Faudrait-il avoir la signature d'un individu sur un bout de papier pour estimer être heureuse, monsieur Michel Ngachou? Est-ce que les conditions de mariage, du bonheur, de la joie sont rivées à un bout de papier? Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Vivre pour le mariage et vivre après le mariage, c'est deux choses différentes, monsieur Michel Ngachou. La femme qui vit pour le mariage est prête à sacrifier tout et après le mariage se retrouve à abandonner son mari. Cette femme va abandonner ce gars. Je dirais à ce gars, cher ami, l'ergotage des femmes, ne l'écoute pas. N'écoute pas les femmes qui ergotent. Même si c'est la tienne, elle va bavarder, laisse-la bavarder. Laisse-la crier, laisse-la, elle parle, laisse. Ça aide, parler aide, ça détend, ça déstresse, laisse, elle parle. Fais ton affaire. Monte ton business. Parce que les gains vont être multipliés. Par 10, par 20. Les gains vont être multipliés, monsieur Michel Ngachou. Le gars m'a dit, mais attends, je veux monter une affaire. Avec 3 millions, 2 millions et demi, on ouvre une laverie. Je dis n'importe quoi, une laverie. 2 millions et demi, bêtement, on ouvre une laverie. Bien sûr, bien sûr. Une petite laverie, monsieur Michel Ngachou rapporte en moyenne, si ça n'a rien rapporté, 30 à 20 000 par jour. J'ai dit, ça n'a rien rapporté, 30 à 20 000 par jour.
Lorsqu'on dégage les charges, peut-être comment vous payez, vous pouvez vous retrouver à la fin du mois avec 300 000, je dis n'importe quoi, 300, 400 000 francs à la fin du mois. Mais monsieur Michel Ngachou, ces 400 000 vont vous permettre déjà de déménager, d'avoir un cadre de vie assez approprié. Ces 400 000 vont vous permettre de faire une tontine peut-être de 100 000 francs. Ces 400 000 vont vous permettre, monsieur Michel Ngachou, de faire une tontine mariage. Oui, de faire une tontine mariage. Nous avons des tontines mariage, monsieur Michel Ngachou, où on vous demande de cotiser 50 000 chaque mois. Oui, tontine mariage. Au bout d'un an et demi, il y a les tontines d'autres. Il y a les tontines d'autres et tontines mariage. Et les tontines terrain, c'est important. Tontines terrain, ça existe. Il y a plein de réunions. Où là où les gars ont dit que c'est tontine terrain, ils ne font que les tontines pour les terrains. Tontine mariage, tontine d'autres. Je vais me marier, on commence à faire la tontine. Le gars part, il se marie, c'est des jeunes. Ça existe. Où les gars se projettent. Maintenant, la femme qui est couchée maintenant, monsieur Michel Ngachou, qui dit épouse-moi, tu me maries quand? Son rôle c'est quoi? Elle apporte quoi? Elle apporte quoi? Elle change l'environnement, de quelle manière? Elle oxygénise-t-elle? Parce que c'est des questions que les femmes ne se posent pas. Est-ce que votre Tu commentaire... ne m'épouses pas, plus de sexe. Tu ne m'épouses pas, je bosse plus chez toi. Je ne rends plus les petits services. J'entre en grève à la maison. Monsieur, tu m'épouses. Oui, mais pourquoi vous riez? C'est ce que les femmes font. Elle dit, tu ne me touches plus tant que tu ne m'as pas amené. Le gars dit, d'accord, si c'est le choix, il n'y a pas de problème. C'est bien facile de se pourrir la vie, monsieur Michel Ngachou. On se pourrit communément la vie. Pour ceux qui peuvent accepter de se pourrir la vie. Cher ce que vous dites. Il y en a qui vont vous dire, par exemple, écoute, on est à 3 ans de vie ensemble, on n'a pas d'enfant. Et l'homme qui vous dit, moi je veux, comment est-ce qu'on fasse un enfant? Pour témoigner du parcours qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, on est résolu à être mariés, toi et moi. Et que là, vous disent, tant que j'ai pas d'enfant, tant que j'ai pas de mariage, tant que je suis pas marié, je ne fais pas d'enfant. Tout ça s'inscrit, tout ça s'inscrit. C'est un tout autre débat, là, Michel Ngachou. C'est un tout autre débat. Tout ça s'inscrit dans la logique du chantage que la femme veut faire à l'homme avant le mariage. Monsieur Michel, on a connu des femmes qui ont mis tellement de pression à l'homme pour le mariage. L'homme a raclé ce qu'il avait et Dominique nous a ramené, raclé ce qu'il avait pour aller organiser. Après, il s'est retrouvé, merci. Il s'est retrouvé même en prison. Je connais un petit, monsieur Michel Ngachou, il s'est marié en 2019. Un petit, il s'est marié en 2019. Il a fait le mariage des rêves de la fille. Le mariage des rêves de la fille. Parce que l'homme ne rêve pas, c'est le mariage des rêves de la fille. Pour plus de 7 millions. Jusqu'à ce jour, il fait les tours entre la cellule, il est dehors, la cellule, parce qu'il faut la bousser. Quand on vient l'arrêter, la femme dit que ouais, c'est comment? Elle est à la maison, elle ne fait rien. Elle pleure, elle appelle les cousins, elle appelle les tontons. Jusqu'à présent, elle est en train de l'embousser 7 millions. Tout le monde est demandé, mais tu allais où? Et c'est des pressions que beaucoup d'hommes vivent, beaucoup de garçons vivent. C'est un message que vous envoyez aux femmes. Vous n'êtes pas prêts. Vous dites aux femmes, concrètement, accompagnez votre mari, accompagnez votre conjoint. Impliquez-vous à ce que votre conjoint réussisse son plan B. Impliquez-vous à ce que votre... Monsieur Michel Ngachou, vous avez des femmes. Vous sortez le matin, vous revenez, vous sortez. Un jour, vous lui dites que vous n'avez pas d'argent. Il dit que ouais, massa. J'ai discuté avec le menuisier. Le menuisier m'a dit que il peut faire un petit comptoir, même à 300, 400. Je vais faire une formation de foléré. Je vais faire une formation de Kossam. Pardon, laisse-moi faire le petit truc. Cherche-moi juste un petit frigo. Pas toi, achète un petit frigo. Je souhaite t'accompagner en faisant le foléré ici et le bois pour payer au moins l'énergie dans cette maison. Une femme qui dit ça à son mari le motive. C'est pas ce genre de femme qui reste couchée. Ah, on vient de couper le câble. Si tu m'as pas payer le câble, je te dépasse. Elle raccroche le téléphone. Non, il faut que les femmes s'impliquent. Et très peu de femmes savent s'impliquer aujourd'hui. L'homme n'a pas besoin de demander que chérie, aide-moi. Non. Ouais, comme tu vois, je n'ai pas voulu taper le gaz, c'est fini, j'ai dépensé. La femme doit s'impliquer dans les projets. Et très peu sont-elles parce qu'elles ne font pas les gens du mariage. Vous voulez faire rapidement, Isabelle Carole, on passe le message ce matin que j'aimerais passer, c'est à l'endroit des hommes, Michel Ngachou. Pour dire simplement que dans une relation amoureuse, tout c'est la base. Et quand on parle de base, on regarde tout de suite l'homme. C'est lui le meneur. C'est lui qui manœuvre la relation. C'est lui qui la pilote. Alors si vous avez une femme qui peut-être parce qu'elle a grandi dans un environnement plutôt hostile, vraiment à certains écarts, c'est à l'homme d'éduquer sa femme, c'est à l'homme de la recadrer. Alors si votre femme, vous n'allez pas aller faire un prêt parce que vous avez subi une pression de votre femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que vous, homme, vous avez échoué parce que vous n'avez pas éduqué votre femme, vous ne l'avez pas inculqué certaines valeurs, vous n'avez pas, justement, au cours d'un dialogue,
tout fait pour lui dire, voici le bon côté, voici l'itinéraire à suivre, voici ça, là où cet itinéraire va nous conduire. C'est à l'homme de le faire, de lui dire, ma chérie, écoute, tu penses qu'il faut qu'on se marie, mais c'est pas ça le plus important. Encore que, pourquoi ça bloque au niveau du mariage? Parce que c'est lui qui veut faire un mariage pompeux. Sinon, en réalité, il n'a pas dit qu'il voulait faire un mariage pompeux, il a dit qu'il a 3 millions. Avec ces 3 millions, Michel il veut se marier. avec 50 000 francs, on n'est pas... Ce que les gens ignorent, et beaucoup ne le savent pas, la mairie, ce n'est pas uniquement les samedis. Même le Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne va à la mairie que les samedis. Même le lundi. Et il faut retenir qu'à la mairie, les week-ends, c'est plus coûteux qu'en semaine. Ça aussi, beaucoup ne le savent pas. En semaine, c'est moins coûteux, hyper moins coûteux aussi que les week-ends. Ça veut donc dire qu'on peut décider de se marier et faire moins de dépenses. En réalité, avec ces 3 millions, 50 000 francs, c'est suffisant pour faire son mariage. Oui. Non, Isabelle, quand pour quelqu'un qui parle d'une relation de 300 000, vous n'allez pas nous dire qu'on va faire un mariage à 50 000. Mais chacun le fait à son niveau. Mais chacun le fait à son niveau. Non, mais chacun le fait à son niveau. Chacun le fait à son niveau, Charles. Il y en a qui rachètent 1 million, il y en a qui rachètent 100 000. Chacun le fait à son niveau, Charles. La famille de la femme, dans son coin, pompe en disant il faut. L'homme conscient dit chérie, comment est-ce qu'on va faire pour multiplier nos gains? Comment est-ce qu'on va faire? La femme prévoyante dit mon mari, le mariage, mon chéri, mon amour, le mariage n'est pas important pour le moment. Trouvons quelque chose à faire. Battons-nous à faire quelque chose. Voilà. Je sais faire quelque chose. Aide-moi à évoluer dans ce que je sais faire. Vous aurez moins de problèmes. Monsieur Mbachou, je vous en prie, merci. Merci vraiment. Merci à toutes ces femmes qui nous regardent. Merci à tous ces hommes également qui sont sur le chemin du mariage et se posent encore des questions. Devrais-je investir dans le mariage ou investir afin de donner de l'épanouissement à ma femme et mes enfants plus tard? Comment multiplier ses gains afin de rentrer dans son foyer paisiblement, mais surtout donner un environnement agréable à son épouse et à ses enfants? Quels sont vos commentaires, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous nous dites? 3 millions mariage ou 3 millions investissement? Je m'interroge ce jour sur la question de la création d'un conseil de la société civile et des diasporas au Cameroun par la France. L'initiative a vu le jour le 10 janvier 2022 et est en effet fille du sommet France ou Afrique-France tenu en octobre 2021 à Montpellier, en France. Il s'agit d'un organe consultatif porté par les jeunes Camerounais. Un organe dont l'essentiel sera de monter, concevoir, penser, collecter auprès des jeunes Camerounais les idées qu'ils ont de la France, la portée des actions. Oui, c'est bien, sur le fond. La première mission du dit conseil serait la mise en place d'un véritable incubateur local des sociétés civiles et de la diaspora pour susciter, structurer et accompagner l'émergence des projets locaux et bilatéraux transformateurs. Voilà ce qu'avait dit l'ambassadeur de France lors du lancement de la création de ce conseil de la société civile et de diaspora au Cameroun. Il avait dit qu'il serait question pour eux de faciliter l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur, notamment en multipliant les mobilités, apporter un soutien à l'entrepreneuriat et l'innovation, permettre la construction d'un nouvel imaginaire commun, notamment par le renforcement des liens mémoriels, accompagner le continent qui se place aux avant-postes de la transition climatique, œuvrer à la refondation de l'aide au développement au profit d'une relation partenariale. Vraiment, faciliter l'accès à l'éducation et l'enseignement supérieur. Ça, c'est ce que le gouvernement camerounais devrait faire. Faudrait-il créer un conseil de société civile et de diaspora pour aider à faire ce qui rentre dans les prérogatives du gouvernement camerounais? Question. Apporter un soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation. On a un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. On a un ensemble de programmes, PAGEU, PIFMA,
Piassi mis en place tout un ministère dont le rôle est de travailler au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Cette société créée par la France au Cameroun, société civile où ce conseil aidera à faire ce que le gouvernement camerounais a échoué. Est-ce que le Cameroun a véritablement besoin d'un service après-vente du dit sommet lorsqu'on sait qu'il n'y a à proprement parler aucun bilan positif des rapports entre la France et le Cameroun? Question. Pourquoi les Camerounais devraient-ils se tourner vers d'autres pays pour penser mieux, envisager leur développement, parce qu'ils, s'ils ne sont toujours pas à même de choisir librement leurs dirigeants, parce que les anciennes colonies françaises se sont transformées en satrapies gérées par des fiefs privés que l'on se transmet de père en fils? Autre question. Est-ce donc dit que c'est ce conseil qui viendra résoudre les problèmes de l'aide publique au développement et ses impacts, la démocratie et la gouvernance, la préservation de la biodiversité, les nouvelles technologies, l'employabilité, la mobilité des jeunes, lorsqu'on sait qu'il y a tout un fonds national de l'emploi censé régler la question de l'employabilité et que nous avons des enseignants qui en ce moment et les instituteurs qui se posent des questions au sujet de cette employabilité? Question. Quel sera le rôle mais les missions de ce conseil dans un environnement où le Cameroun bat le record des conseils et observatoires? Quelle sera la force de ce fameux conseil et la société civile lorsqu'on connaît l'inertie due à la mise sous tutelle de l'économie camerounaise, la crise politique de l'État, l'avènement de nouveaux pôles d'intermédiation, de concertation, associations, comités, regroupements, ONG fabriqués de toutes pièces dans ce pays? Comment peut-on procéder pour créer un conseil de la société civile et de la diaspora sans avoir au préalable procéder à la négociation d'un nouveau contrat social? Comment penser l'existence d'un tel conseil avec l'aval des autorités camerounaises lorsqu'on n'a pas clairement résolu la question de la double nationalité dans ce pays? Comment comprendre cette façon de la France de vouloir apprendre constamment aux Africains à penser leur développement? Comment penser, ou mieux, comment comprendre que c'est à la France de venir mettre en évidence au Cameroun une série de frais obstacles à l'entrepreneuriat dans ce pays? Comment comprendre que ce soit la France de venir procéder à la libération du potentiel entrepreneurial de la diaspora camerounaise, bien connue de tous et par tous, et dont le seul frein reste la question de la double nationalité? Comment comprendre que ce soit la France que revient le choix et le droit de faire des diasporas des acteurs incontournables des relations économiques entre la France et l'Afrique, en renouvelant le partenariat entre ces deux espaces? Terrible, terrible, terrible. Le Cameroun a-t-il besoin de cela? Ça, c'est une question importante. De laisser la France venir accélérer le développement des entreprises à fort potentiel de croissance, connecter les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation européen et africain, renforcer la mobilisation des talents de la diaspora africaine à travers la création d'une plateforme euro-africaine d'information, le renforcement des acteurs d'appui à l'entrepreneuriat. Ne sommes pas là, finalement, en train de déporter un sous-gouvernement français au Cameroun? Merci, M. Mbatou Charlamel. Eh bien, à cette question posée ce matin, il est important que ceux qui nous regardent comprennent très bien, dans la mesure du possible, la supercherie de la France qui continue encore de se faire sur les nations africaines aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le tout dernier sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier il y a quelques mois seulement, on se rend compte qu'au sorti de ce sommet, il faut créer un conseil de la diaspora au Cameroun pour nous comprendre. Conseil des sociétés civiles et des diasporas. Naturellement. Mais il faut rappeler d'ailleurs que ceux qui étaient beaucoup plus attendus à ce sommet étaient les sociétés civiles africaines, notamment chaque pays participant. Eh bien, au final, est-ce qu'on n'est pas en droit de dire aux Africains qui nous regardent ce matin que oui, il y a une supercherie française qui continue de s'appliquer sur les colonies, entre guillemets, sur les pays qui sont dans les enclos coloniaux aujourd'hui? N'avons-nous pas le droit ici de faire une observation plus appropriée? Dire que, au final, les pays africains, ou les 14 pays africains qui appartiennent au précaré français, continuent bien sûr de vivre sous le diktat de la France aujourd'hui. La France n'est-elle pas aussi pernicieuse qu'on puisse le penser? N'avons-nous pas le sentiment que nos compatriotes africains qui sont en France aujourd'hui, qui en demandent un peu trop quand même à la France et jettent un regard sur l'Afrique qui ne parvient pas à se développer malgré
les volontés entre guillemets françaises qui n'ont rien d'autre que d'exploiter profondément le sous-sol africain, d'appauvrir davantage les Africains. Ne sommes-nous pas là, Isabelle Carrozopet, dans l'entourloupe guidée par la France et par son leader aujourd'hui? Quel commentaire vous laissez à ça? Alors, je veux simplement comprendre... Déjà, vous me permettez, Oui. Quand on parle de société civile, le Cameroun n'en a pas véritablement. Merci. Je veux simplement comprendre c'est quoi l'intérêt vraiment d'avoir pu arriver justement à de telles situations. Je crois que c'était depuis le 10 janvier de cette année 2022. Voilà. Je vous lis l'objectif. Oui, quand je le dis, parce que c'est simplement faciliter parce que... l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur en multipliant les mobilités, apporter un soutien à l'entrepreneuriat et l'innovation, permettre la construction d'un nouvel imaginaire commun, notamment par le renforcement des liens mémoriels, la colonisation, accompagner le continent qui se place aux avant-postes de la transition climatique, œuvrer à la refondation de l'aide au développement au profit d'une relation partenariale. Voilà les points. Et je rajoute, parce que lorsqu'on prend les propos de l'ambassade de France au Cameroun, où ils disent la première mission du dit conseil sera la mise en place d'un véritable incubateur local des sociétés civiles et de la diaspora pour susciter, structurer et accompagner l'émergence des projets locaux et bilatéraux transformateurs. Les projets locaux déjà au Cameroun, pour ne prendre que ce point-là, qu'est-ce que nous on en fait pour avoir besoin d'un appui? C'est-à-dire qu'on dit aide-toi et le ciel t'aidera, pour reprendre Dominique Audrey qui est très proche de la Bible. Donc, simplement pour dire que à un moment donné, moi je me pose la question, qu'est-ce que le Cameroun a d'abord fait? Non, on va simplement dans la même logique qu'hier. C'est-à-dire qu'on démontre à suffire qu'on aura toujours du mal à se dissocier de l'autre. Il restera toujours le maître et l'autre l'esclave. C'est ce qu'on nous fait savoir. Plus de 50 ans après les indépendances, en réalité, il s'agit d'une indépendance écrite, mais officieusement, ou du moins on se rapproche de plus en plus officiellement, on n'a jamais été indépendant. Sinon, voici une preuve par mille de ce qu'on a toujours besoin de l'autre pour avancer. Encore que cet avancement aussi, il faut le questionner, parce que c'est une façon déguisée de continuer à épier et aussi à pouvoir soustraire tout ce qu'il y a de bon ici. Je dois m'arrêter bien sûr sur les propos de l'ambassadeur de France. Oui. Lorsqu'on parle de projets locaux, internationaux et tout ce qui va avec. Ouais. Mais permettez, vous risquerez de choquer les Camerounais. Je parle des Camerounais qui nous regardent ce matin. Quand on connaît la même mise française sur l'économie du Cameroun, quand on connaît la même mise française sur les pentes du régime du Cameroun, quand on connaît la même mise française sur en matière de protection, si vous voulez, en matière de protectorat, si je peux le dire comme ça, avec le protectionnisme, non pas protectionnisme, des questions propres justement aux attaques armées et tout ça à la fois, quand on connaît bien sûr l'approche que la France a. Alors, la France a très souvent appuyé le Cameroun, projet de développement, etc. Il y a plusieurs agences de développement. Les agences, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait à date, Isabelle Carrozopet? Est-ce qu'on peut dire aux Camerounais ce que la France a apporté au Cameroun? Je vous le rappelle, l'ambassadeur qui parle, l'ambassade de France à Yaoundé est construite en bois. Matériaux provisoires, il faut le dire. Non, parlez du bois, pour qu'on puisse se comprendre. Non, ils veulent des choses bio en fait. Non, c'est du bois. Parce qu'aujourd'hui, si la France décide de quitter le Cameroun, même le bois, on détruit, vous ne gagnerez rien. Fondamentalement, Dominique Audrey, vous comprenez, quand on invoque la société civile, en avons-nous au Cameroun véritablement, madame? Sur qui je m'en suis reposé? Vous en connaissez? Puisqu'il y en a eu qui sont allés à cette réunion-là à l'ambassade pour parler, c'était quoi? La phase 1 du projet de Montpellier, je ne sais pas trop comment ils ont structuré ça. Certainement, ils ont une société civile qu'ils ont désignée, qu'ils ont choisi, moulée à leur convenance. Maintenant, il faut savoir c'est quoi qu'ils mettent eux dans société civile. Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur? Lorsqu'on reprend les propos, la phase 1, le principal objectif, structurer et accompagner, si je ne me trompe, les entrepreneurs ou bien les projets locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'ici, on est en train de vous dire que tout ce que vous faites là, c'est les Burunga-Djanga. Vous n'avez jamais rien fait. Ça n'a pas de structure, ça n'a pas de technique, ça ne ressemble absolument à rien. On vous remet sur les bancs,
et on vous réapprend le B à bas. Incroyable, incroyable, parce que vous allez choquer les Africains puristes qui disent que la France ou l'Europe n'a rien à enseigner à l'Afrique. Sauf que les mots ont un sens. L'Europe n'a rien à enseigner à l'Afrique, Dominique. Oui, on est d'accord. les mots ont un sens. Quand quelqu'un vous dit, vous présentez un projet à quelqu'un, ou bien vous avez des projets chez vous, dans votre famille, et votre oncle plein aux as arrive et vous dit, bon, on va structurer tous vos projets et on va vous aider à les implémenter. Ça signifie quoi? Si vous avez dit que dans mon projet, on danse à 12 heures, il vous dit non, on ne dansera pas à 12 heures dans votre projet. Votre projet, on le fera à partir de 8 heures. Ça veut dire que c'est une façon de venir prendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez leur documentaire, vous regardez comment ça se passe chez eux, vous comprenez qu'ils sont en mal d'un certain nombre de choses. Ils ont besoin de nouvelles choses et les nouvelles choses, on va les trouver où? Chez des personnes qui, malheureusement, n'ont pas de financement. Et l'un des axes, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Que fait notre ministère des petites et moyennes entreprises pour que nos entrepreneurs... On a un ministère bis de la France qui va désormais travailler au Cameroun au nom de la France. Pour que nos entrepreneurs se retrouvent aujourd'hui à aller retravailler sur leurs projets. Pour que ce conseil récupère les projets et propose au gouvernement pour accompagnement après validation. Est-ce qu'on n'est pas là? Donc ça veut dire que le ministère n'a plus lieu d'être. On sucre le ministère alors? Les ministères qui travaillent autour oui, puisqu'il y a éducation, entrepreneuriat, environnement. Donc on doit, PME, oui. Moi, je suis au niveau de l'entrepreneuriat. C'est quoi le rôle de monsieur du ministère des petites et moyennes entreprises? Si on va constituer Basile Kinde, on va avoir un groupe de personnes qui vont s'asseoir et qui vont penser, qui vont retravailler, structurer, machin et tout. C'est quoi son rôle aujourd'hui? Donc il faudrait que les jeunes entrepreneurs camerounais qui vont se lancer dans ça, parce que peu importe ce qu'on va dire, il y en a qui tenteront l'expérience et reviendront ensuite. Il faut penser à protéger vos... Moi j'ai un souci, Dominique, parce que ce projet, quand on l'entend, quand on le lit, on n'est pas loin du vol des idées. C'est du vol des idées simplement. Ils sont à la pêche. Ils sont à la pêche des idées. Ils savent qu'ils sont à court en matière de réflexion. Ouais. On connaît bien sûr l'intelligence qu'incarne le noir. Je peux te dire comme ça. Et on sait justement que le noir, il est intelligent. Le noir, ça prend vite. Le noir a un cerveau large, comme qui dirait en réalité. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? On va puiser chez ce noir-là. Alors, non seulement la France l'a fait pour le cas du Cameroun, comme dans 14 autres pays d'Afrique aujourd'hui, on se dit, on en fait... Ils ont parlé d'incubateur. Donc, c'est incubateur transformateur. Incubateur transformateur. Donc, c'est les incubateurs. On prend les idées, on les transforme pour le bénéfice de la France et pas pour le bénéfice des pays africains. Logiquement. Et après, ils vont venir implémenter ça ici. Alors, c'est dangereux, justement. Concrètement, Charles Amel Badjou, il y en a qui vous regardent ce matin, qui nous regardent, avec qui on parle. D'ailleurs, Isabelle Caro, petit peu virgule. Vous dites que il faut faire attention. Si oui, dit aux Camerounais, ne faites pas confiance en la France parce que la France n'a jamais été amie du Cameroun. Pour reprendre Jules Ferry, l'un des porteurs d'ailleurs de l'impérialisme, qui disait que la France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêt. Et là, on est encore dans le schéma de Jules Ferry. Non, c'est aux Camerounais d'abord qu'il faut s'adresser parce qu'ils ne se font pas confiance à eux-mêmes. Oui. Monsieur Michel Ngachou, la France n'est pas le centre du monde. Il faut déjà que les Africains comprennent que la France n'est pas le centre du monde. Première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que ici, je parle trivialement comme au village, on va enlever l'huile sur vous pour vous frire. Si vous avez compris sur ça, vous savez là où on part. On enlève l'huile sur vous pour vous frire. Donc si vous comprenez ça, je ne peux pas détailler plus, si comprendre, c'est dire que on vient vous enlever tout ce que vous avez comme fond, comme jus. Monsieur Michel, on ne compte pas le nombre de projets qui sont détournés dans nos différents ministères. On n'a même pas, je pense que le gouvernement n'a pas évalué la force financière, l'intelligence, les capacités de la diaspora. Nous avons une diaspora, l'une des diasporas les plus fortes qu'il y a dans le monde. Si on ouvre les portes à notre diaspora, monsieur Michel Ngachou, le Cameroun n'a pas 10 ans pour se développer. J'ai dit 10 ans. Absolument. 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Monsieur Michel, vous avez un jeune qui vient avec un projet local. Dans sa zone, il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de pins. Le gars voudrait tout simplement implémenter une usine de fabrication de bûchettes d'allumettes.
Il monte son projet, c'est un projet local. On trouve les pins, on trouve les sapins, partout dans l'Ouest, il veut développer. Il va rencontrer les membres du Conseil national, du Conseil de société civile et de diaspora créé par la France. Il pose le projet. Voilà ce que je voudrais faire. Monsieur Michel, a-t-on des possibilités d'avoir une usine de transformation, une usine pour pousser Michel d'allumette de ce côté? C'est de freiner ceux qui pensent. Voilà donc, là où je voulais chuter, c'est freiner véritablement ceux qui ont la latitude. Comme ceux-là ne parviennent pas et que nous sommes, n'est-ce pas, avec eux, parce que c'est des cons, nous fonctionnons avec eux, venez vers nous, nous vous donnons la possibilité. On va organiser des séminaires, des formations, faciliter la mobilité. Vous allez aller faire 1 ou 2 semaines de stage en entreprise française. Vous allez voir comment on bosse en France, comment la création des projets. Et après, vous allez revenir au Cameroun, voir dans quelle mesure implémenter. Monsieur Michel Ngachou, on ne doit plus parler d'aide au développement parce que ça, c'est une autre approche d'aide au développement. Mais on doit plutôt parler de partenariat et de co-construction, monsieur Michel Ngachou. Partenariat gagnant-gagnant, 50-50, un peu comme la pensée Barbeau de son temps, cher Lamine Battu. On vous retrouvera dans un instant. Mesdames et messieurs, vous également qui nous regardez ce matin, quel regard portez-vous sur ce projet français à nouveau pour les Camerounais et même les Africains? Est-ce que vous ferez confiance à cette France?